live sur le thème plus de la santé mentale, santé psychologique. On va d'abord se présenter. Moi, je m'appelle Émilie Jutras, je suis ergothérapeute, nouvellement arrivée aux cliniques Physio-Ergo Sylvain Trudel, mais ça fait une dizaine d'années que je travaille comme ergothérapeute dans le domaine de la santé mentale. Je vais laisser aussi ma collègue se présenter. Oui, moi je suis Geneviève Fournier-Saint-Amand, je suis psychologue spécialisée en psychologie de la santé. Je suis arrivée il y a quelques mois aussi là, à la clinique Physio-Ergo Sylvain Trudel de Rimouski. Très heureuse de faire partie de l'équipe. Donc, moi j'ai beaucoup travaillé justement en douleur, sommeil, anxiété. Donc voilà, aujourd'hui on va vous partager nos expériences et nos connaissances. Donc, on va vous dire juste un petit mot. Comme vous savez, c'est ça, comme on vient de vous dire, on travaille pour les cliniques Ergo-Physio Sylvain Trudel. C'est des cliniques qui ont été fondées en 1998, donc ça fait un peu plus qu'une vingtaine d'années qui existent. Il y a 3 points de service, un point de service à Rimouski, un à Montjoly, puis un à Amqui. Puis on tenait aussi à vous dire qu'on est présentement ouvert, en fait. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit au niveau des services, que ce soit en santé physique, santé mentale, donc de ne pas hésiter à nous contacter. On offre des services de vidéoconsultation qui sont disponibles. Donc voilà. Sinon, donc pour ce soir, c'est la deuxième séance de 3 dans les Facebook Live sur le thème des trucs, des conseils dans le contexte du confinement. Si jamais vous avez manqué la séance de la semaine passée, plus sur le thème de la santé physique, vous pouvez y avoir accès sur la page Facebook de la clinique, sinon sur YouTube et sur le site Internet de la clinique aussi, dans la section blog, vous pouvez revoir les capsules. Ça va être la même chose avec la capsule de ce soir, là, vous allez pouvoir la revoir. Puis finalement, il va y avoir la troisième séance de 3 la semaine prochaine. Ça va être sur le thème plus de l'activité physique, donc la progression de la marche vers la course, puis de comment faire de l'activité physique en tenant compte si on a des problèmes de santé. Ça va être animé par Marie-Ève Trudel, qui est kinésiologue, puis Hubert Bellavance-Roy, qui est kinésiologue et physiothérapeute. Donc, la semaine prochaine, mercredi 6 mai à 19h. Donc, à ne pas manquer. Sur ça, on va vous parler plus du déroulement de la séance de ce soir. Donc, je laisse la parole à Geneviève. Oui, donc ce soir, vous vous doutez, hein, selon nos profils, on va surtout aborder la santé mentale, toutes les deux. Le grand thème, ça va être la santé mentale en contexte de confinement, parce qu'on sait que ça peut avoir certains impacts. On va vouloir vous donner des outils, des conseils, des stratégies concrètes là, pour prendre soin de votre santé psychologique dans ce contexte particulier qui peut amener plein de chamboulements. Puis comme Émilie l'a nommé, là, la présentation va être disponible si vous ne pouvez pas être présent en live ce soir avec nous. Donc, je te laisse la parole. Ah non, excuse-moi, je vais présenter le menu aussi, pardon. Donc, Émilie va nous parler d'équilibre occupationnel. Ensuite, elle va nous donner aussi des outils là, au niveau de l'horaire occupationnel, puis des stratégies pour nous fixer des objectifs, pardon. Puis moi, de mon côté, je vais vous parler de sommeil, de gestion de sommeil, gestion de symptômes d'insomnie. Je vais aussi vous parler de gestion de symptômes anxieux, dépressifs, de comment s'adapter à cette nouvelle situation-là qu'on vit actuellement. Puis on va avoir aussi une période de questions à la fin. Donc, gênez-vous pas si jamais vous avez des questions pour nous. Donc, je cède la parole à Émilie cette fois, qui va nous parler d'équilibre occupationnel. Donc, voilà, oui, thème de l'équilibre occupationnel. En fait, c'est ça, vous êtes au courant. Là, présentement, dans la situation de la pandémie, on vit beaucoup de chamboulements dans nos habitudes. On a à vivre beaucoup d'ajustements, d'adaptations. Donc, c'est pas toujours évident. Il y a différents cas de figure. Donc, il y a des gens qui ont gardé leur travail à l'extérieur, donc qui continuent à faire leur travail habituel, mais qui ont à gérer toutes les modifications en lien avec la distanciation physique, des changements d'horaire de travail, donc tous les enjeux d'adaptation dans un nouveau contexte. Il y a la réalité du télétravail maintenant, avec tous les défis que ça comporte. Aussi, des gens qui ont perdu leur emploi, donc qui se retrouvent sans structure, avoir perdu plus leur point de repère au quotidien avec beaucoup de temps libre dans la journée. Puis aussi la réalité des parents là, avec les enfants qui sont à la maison. Donc, c'est aussi tout un défi. Le point en commun là, dans toutes ces situations-là, c'est vraiment l'équilibre occupationnel qui est chamboulé. Pour vous parler plus de ces aspects-là, je voulais vous présenter un tableau qui va apparaître à l'écran, puis qui va être aussi disponible
à la suite de notre présentation, là, si vous voulez prendre le temps de plus le regarder. En fait, c'est un tableau pour illustrer un peu les différentes sphères de nos occupations dans la journée. C'est divisé en 3 grandes classes qu'on peut regrouper dans la classe des soins personnels, la productivité, puis les loisirs. Puis en fait, l'objectif, c'est de trouver un équilibre entre ces 3 sphères-là. Dans le contexte de la pandémie puis du confinement, c'est des sphères qui ont été probablement affectées plus ou moins fortement là, par la situation. Donc, on va les regarder une après l'autre plus en détail pour voir concrètement qu'est-ce qu'on peut faire là, pour reprendre un peu plus de contrôle au niveau de ces sphères-là, puis au niveau de nos routines. Si on regarde plus la sphère des soins personnels, c'est tout ce qui est en lien avec prendre soin de soi, donc notre apparence, se laver, donc notre hygiène, s'habiller, tout ce qui est dans l'hygiène de vie, donc le sommeil. Ça, Geneviève va vous en parler plus en détail par la suite. L'alimentation, l'activité physique. Donc, tout ça, si par exemple, vous n'avez plus d'emploi et que vous êtes à la maison, ça se pourrait que ce soit plus difficile de garder une routine par rapport à tous ces aspects-là. Donc, que ce soit plus difficile de se motiver à s'habiller le matin, que votre horaire d'alimentation soit vraiment différent, donc de manger à des heures plus irrégulières, l'impact aussi au niveau du sommeil, de se coucher à des heures vraiment variables, de se lever très, très tard le matin, d'avoir un peu délaissé l'activité physique. Donc, ça, c'est tous des impacts possibles. Une recommandation qu'on fait, en fait, c'est de s'établir une nouvelle routine à la maison, une nouvelle structure avec le contexte actuel pour vraiment avoir des points de repère dans notre journée. C'est quand même plus anxiogène quand il n'y a pas de structure et qu'on n'a pas de point de repère. Donc, c'est une bonne idée de mettre en place une routine qui peut être différente la semaine de la fin de semaine pour vraiment faire marquer une différence, mais avec des heures de lever qui se ressemblent d'un matin à l'autre, des heures de coucher similaires, garder une structure aussi avec les 3 repas par jour, s'habiller aussi quand on est des journées plus de travail, donc de prendre le temps de s'habiller, tout ça. C'est aussi utile quand on a des enfants à la maison, on peut l'utiliser de créer une routine, mais avec des images pour que vraiment les enfants puissent voir une trace de ce qui s'en vient. Donc ça, c'est rassurant pour eux aussi. Puis c'est aussi une façon de préparer le après, hein, parce que quand les activités vont plus reprendre comme à l'habitude, si on a vraiment développé des habitudes très, très différentes de nos horaires habituels, ça va être encore plus difficile de revenir dans un horaire plus typique. Si on regarde plus la sphère de la productivité, ça comprend avoir un emploi, être aux études, toutes les tâches domestiques, ménagères à la maison, réaliser des projets. Puis les loisirs, donc souvent, c'est 2 sphères. Si la sphère de la productivité prend plus de place, par exemple, si dans le cadre de votre travail, vous êtes appelé à faire beaucoup plus d'heures qu'à l'habitude, en termes de temps accordé, mais aussi en termes du nombre de temps que vous pensez à votre travail, fort probablement qu'il va avoir un impact sur la quantité de loisirs, puis l'importance que vous accordez à vos loisirs au quotidien. Puis un petit peu à l'inverse, ça se pourrait que si vous avez perdu votre emploi, c'est comme une sphère qui a été beaucoup, beaucoup diminuée. Des recommandations que je ferais, c'est que dans la mesure du possible, si vous êtes en télétravail, par exemple, d'essayer de vraiment mettre un cadre pour délimiter les activités professionnelles et les activités personnelles pour pas que l'aspect du travail vienne prendre toute la place. Donc, ça peut être un cadre en termes de temps, de faire des blocs où vraiment notre esprit est consacré à la sphère du travail, d'autres blocs où là, on se dit, ben, OK, notre attention est concentrée sur autre chose, puis on met la sphère du travail de côté. Au niveau de l'organisation de l'espace aussi, ça peut être une bonne idée de se bâtir un plan de travail, un espace de travail qui va servir juste au travail, donc un endroit où on n'ira pas s'asseoir pour d'autres raisons que pour le travail. Donc, de vraiment associer travail et ce lieu-là. Pour des gens où il y aurait une perte d'emploi, il y a l'idée, c'est ça, en fait, le travail, c'est important. Il y a comme vraiment, ça apporte un sens, ça répond à un besoin d'accomplissement, de se sentir utile, de vivre des réussites, un sentiment de fierté. Donc, c'est vraiment une sphère qui est importante. Donc, c'est de voir comment je peux faire pour répondre à ces besoins-là autrement dans un contexte où j'ai plus de travail. Donc, mon conseil, ce serait de se fixer à chaque jour des objectifs d'activités ou de projets à réaliser. Donc, des projets qu'on ne réalise pas nécessairement tous les jours, mais un peu des petits défis.
comme si vous étiez votre propre patron puis vous vous donniez des mandats à accomplir au courant de la journée. Donc ça peut aider à garder une trace d'accomplissement puis un sentiment de fierté puis d'avoir progressé au fil de la journée. Si on regarde plus dans la dernière sphère dont on n'a pas parlé au niveau des loisirs, encore là, il y a des gens pour qui là, les loisirs ils vont être presque inexistants à cause que le travail prend beaucoup de place. Donc, comment faire pour se réserver des blocs concrets où on se le planifie dans notre horaire qu'on va faire un loisir. Puis sinon, dans des situations où on est vraiment, on a beaucoup de temps pour les loisirs, ce serait plus de diversifier le type de loisirs à réaliser. Donc, des loisirs, il y a des loisirs plus sédentaires, comme regarder la télévision, être à l'ordinateur, varier avec des loisirs plus actifs, donc de bouger. On en profite là, avec le beau temps qui arrive, donc de sortir dehors, c'est sûr que ça fait du bien. Sinon, dans des loisirs plus solitaires, varier avec des loisirs plus relationnels. C'est sûr que là, c'est aussi un défi, les contacts sociaux dans la situation actuelle, mais de vraiment prendre l'initiative d'appeler les gens, de faire des rencontres par vidéo. Si on est confiné seul à la maison, donc de vraiment mettre ça en place pour entretenir nos liens sociaux. Puis si à l'inverse, on est confiné en groupe, même si c'est avec des gens que vous aimez beaucoup, c'est quand même tout un défi de cohabiter puis d'être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec les mêmes personnes. Donc, de vraiment se donner le droit de vivre des moments plus seuls, donc de se retirer puis de s'accorder du temps pour soi. Si je fais un résumé, dans le fond, c'est ça, je vous ai parlé de 3 sphères, les 3 catégories dans lesquelles on peut mettre les différentes occupations de notre journée. Il n'y a pas de pourcentage visé là, comme très, très précis de quel pourcentage faire telle sphère, telle autre sphère. En fait, je l'illustrerai un peu comme des ingrédients d'une recette. Donc, tous les ingrédients sont super importants. Il ne faut pas en oublier. Après ça, c'est de voir avec qui vous êtes, votre personnalité, c'est quoi les proportions. Il y a des gens qui ont plus besoin de moments de solitude, d'autres gens qui ont besoin vraiment d'être plus en contact social, des gens pour qui, les loisirs, pour avoir un équilibre, il faut que ça soit beaucoup plus présent. Donc, c'est comme plus les projets où on se sent utile qui sont présents. Donc, c'est de voir avec comment vous fonctionnez, de faire des essais-erreurs pour trouver votre équilibre, mais sans oublier tous les éléments, tous les ingrédients. Puis, c'est ça. De ne pas oublier que c'est sûr que c'est une période qui est difficile, qui est soudaine. Hein. C'est des changements qui sont arrivés rapidement, puis c'est pas nous qui avons choisi ces changements-là. Hein. Ça nous a été imposé. Donc, de voir comment on peut avoir le contrôle sur les choses dans notre quotidien, puis d'être bienveillant envers nous-mêmes, indulgent, parce que c'est normal qu'il y ait des journées qui soient plus difficiles, qu'on vive des émotions plus difficiles aussi. C'est un contexte qui se veut comme ça. Donc, ça concluait un peu pour ce tableau-là. Vous allez pouvoir le retrouver là, aussi après la présentation là, sur la page Facebook. Donc, si vous le consulter de nouveau, que je laisserai la parole à ma collègue Geneviève qui va vous parler plus en détail de la sphère du sommeil qui est super importante aussi. Oui, merci Émilie. Comme tu l'as bien décrit, hein, actuellement, tu sais, on est comme dans un contexte où la routine est un petit peu mise de côté, ou elle peut être mise de côté. Puis on le sait, le corps humain est quand même assez routinier. On est fait de cycles. On a des cycles de digestion, des cycles hormonaux. Puis le sommeil échappe pas à cette règle-là non plus. Le sommeil est composé d'un cycle de rythme circadien qu'on appelle, qui s'étale sur 24 heures dans le fond. C'est le cycle qui gère finalement quand est-ce qu'on est réveillé puis quand est-ce qu'on est endormi. J'aimerais vous montrer à l'écran, là, en fait, on va parler beaucoup de gestion de symptômes d'insomnie parce que l'état actuel qu'on vit, la crise, le confinement, la pandémie, tout ça, ben, ça peut amener de l'insomnie, ça peut amener un sommeil un petit peu plus fragmenté. Là, ce qu'on voit, c'est un petit tableau. Je tiens à mentionner que c'est pas moi qui l'ai fait, ce tableau-là, c'est l'équipe de la docteure Marie-Christine Ouellette qui travaille au Centre de recherche de l'Institut de réadaptation aux déficiences physiques de Québec. Je l'ai pris parce que c'est un tableau qui est très, très bien expliqué. C'est les facteurs de maintien de l'insomnie. En fait, c'est qu'est-ce qui fait en sorte qu'on commence à faire de l'insomnie, puis que ça reste, puis qu'on continue, que ça se chronicise. Donc, on ne veut pas que ça se chronicise, évidemment. Donc, il faut agir sur ces facteurs de maintien-là. Et ce sont ces choses-là sur lesquelles on a du contrôle, finalement.
Donc, ce soir, on va beaucoup aborder la sphère de l'activation émotionnelle, cognitive et physiologique, donc c'est-à-dire tout ce qui est le flot des pensées, l'anxiété, les inquiétudes. Évidemment, au niveau de l'activation physiologique, on peut parler des douleurs, des tensions musculaires, tout ça. Mais ça cause ça cause des situations qui ne sont pas nécessairement favorables au sommeil, dans le fond. On va regarder aussi les comportements. Quel comportement favorise un sommeil plus réparateur? Quel comportement favorise un sommeil plus consolidé? Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'hygiène du sommeil, dans le fond. Quelles habitudes de vie maintiennent finalement un sommeil plus réparateur. Donc, c'est quelques petites règles. Là, tous ces documents-là, vous allez les trouver sur la page Facebook aussi. Ça va être disponible. Ça va être un petit peu plus détaillé. Vous allez avoir chacune des sphères qui va être plus détaillée. Donc, dans l'hygiène de sommeil, on a donc d'éviter de consommer des produits caféinés, bien sûr, de 4 à 6 heures avant d'aller se coucher. Ça, c'est des conseils de base. Hein. On évite aussi de fumer en soirée. On évite de fumer si on se réveille pendant la nuit. La nicotine, c'est un stimulant, donc ça risque de nous empêcher de dormir. L'alcool, on essaie de limiter la consommation d'alcool tard en soirée parce que même si on a l'impression que ça nous aide à dormir, l'alcool, ça nous aide à nous endormir, mais en fait, ce que ça fait, c'est que ça fragmente le sommeil. Donc, on a un sommeil plus léger, moins réparateur, moins de sommeil profond finalement. Donc, ça fait qu'on est moins reposé le lendemain matin. Les collations. Donc, c'est correct de prendre une collation avant d'aller se coucher, mais on essaie d'éviter toutes les collations lourdes qui sont difficiles à digérer. Donc, tout ce qui est des légumes crus, des noix, ce genre d'affaires-là, des trucs très gras, très sucrés. Donc, on veut quelque chose qui va être assez facile à digérer. On garde la chambre à coucher aussi fraîche, sombre, tranquille. On essaie de créer un environnement propice au sommeil, dans le fond. Puis, pour ce qui est de l'exercice physique est excellent pour favoriser un bon sommeil, pour consolider le sommeil, avoir un bon sommeil profond. Par contre, il y a des moments où il faut éviter l'exercice vigoureux. Donc, c'est-à-dire tard en soirée, c'est pas l'idéal parce que ça génère en fait de l'activation qu'on a vu dans le cercle vicieux de l'insomnie, l'activation physiologique. Donc, le meilleur moment pour faire de l'activité physique, si on veut favoriser le sommeil, bien sûr, c'est bon d'en faire tous les jours de l'activité physique, mais en fin d'après-midi, début de soirée, c'est le moment idéal si on veut avoir un effet positif sur le sommeil. Mais sachez que de faire de l'exercice tous les jours, ça a un effet positif sur le sommeil. Ensuite, on a aussi, quand on revient au cercle vicieux, il y avait toutes les pensées, tout ça. Donc, les croyances, les attitudes qui favorisent une bonne gestion du sommeil. Une des premières choses, c'est de garder des attentes réalistes par rapport au sommeil, dans le fond, parce que souvent, j'entends des gens me dire, ben, moi, je veux dormir 8 heures. Ou mon conjoint, il se met la tête sur l'oreiller puis il s'endort tout de suite. L'histoire de dormir 8 heures, c'est une moyenne. Hein? On dit, ben, on a besoin de 8 heures de sommeil par nuit, mais il y a des gens qui fonctionnent très, très bien en dormant 6 heures par nuit, par exemple. Puis il y en a d'autres qui ont besoin d'avoir 9 heures de sommeil par nuit, puis c'est bien correct. Il faut y aller vraiment avec vos besoins à vous. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez reposé? Chaque personne est différente, puis se comparer aux autres par rapport au sommeil, ça crée de l'anxiété de performance. Puis l'anxiété de performance, ça cause de l'activation cognitive qui cause de l'insomnie. Donc, on n'est pas plus avancé si on se cause de l'anxiété de performance avant d'aller se coucher. Ensuite de ça, il ne faut pas essayer de forcer le sommeil. Le sommeil, ce n'est pas quelque chose qui se commande. C'est pas, on ne claque pas des doigts et on dit hey, « je m'endors maintenant ». Il y en a qui aimeraient ça, je pense, mais c'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne. Donc, dans le fond, si vous vous couchez, puis là, vous vous dites « il faut que je dorme, il faut que je dorme, il faut que je dorme », qu'est-ce qui se passe? Ben, vous mettez encore la pression, vous faites de l'anxiété de performance, ça génère de l'activation cognitive, de l'activation émotionnelle, et vous vous retrouvez encore dans un état pas très propice au sommeil, finalement.
Je vous dirais aussi de ne pas trop accorder d'importance au sommeil, dans le sens où il ne faut pas que ça devienne le centre de votre vie si vous souffrez de difficultés de sommeil. Par exemple, quand vous avez une mauvaise nuit, ben, le lendemain, maintenez vos activités le plus possible. Essayez de vous prévoir des activités plaisantes, par exemple, pour pouvoir vous, euh, vous avoir quand même une bonne journée malgré la mauvaise nuit de sommeil. Puis avec ça, par la suite, on a d'éviter de dramatiser les conséquences des difficultés de sommeil. Mais ça vient un peu avec ça, dans le fond, parce que il y a des personnes qui vont tout annuler leur journée quand ils font de l'insomnie. Il y a des gens qui vont pas aller travailler. Puis c'est pas facile, c'est pas le fun d'avoir des nuits d'insomnie. Par contre, c'est pas nécessairement un signe qu'on va avoir une mauvaise journée, absolument. Des fois, on a des bonnes nuits de sommeil, on a des mauvaises journées. Des fois, on a des mauvaises nuits de sommeil, on a des bonnes journées. Donc, tout n'est pas nécessairement dû à l'insomnie. Il faut juste garder ça en tête pour éviter de se frustrer, éviter d'être en colère, éviter de générer de l'activation émotionnelle quand on va se mettre la tête sur l'oreiller, finalement. Ensuite de ça, ben, ça vient avec les trois autres, là, développer une tolérance au manque de sommeil. Même si c'est pas le fun, même si on est fatigué, puis c'est pas drôle là, de faire de l'insomnie. En même temps, maintenez vos activités. C'est ce qui va vous permettre, le soir venu, de trouver le sommeil un peu plus facilement, dans le fond. Donc, si continuez à faire vos activités physiques, si vous travaillez, ben, essayez de vous prévoir peut-être les choses les plus demandantes cognitivement, peut-être quand vous avez plus d'énergie. Donc, ça, c'est des petites choses à mettre en pratique. Puis, vous savez, dans un contexte de crise, de confinement, de pandémie, tout ça, c'est facile de se faire aller les inquiétudes là, une fois qu'on se met la tête sur l'oreiller. Donc, tu sais, ces inquiétudes-là, ça fait partie de l'activation cognitive aussi. Et je vous dirais, essayez de pas trop leur accorder de l'importance une fois que vous allez dormir, une fois que vous allez essayer de dormir, pardon, parce que ça va générer un cercle vicieux ou ça va vous empêcher de dormir finalement. Donc, un petit truc, c'est peut-être de les noter avant d'aller vous coucher, les mettre de côté, puis vous dire, bon, je m'en occuperai plus tard, c'est noté, je vais m'en rappeler, là, je les ai notés. Puis, une fois que vous êtes couché, ben vous y pensez plus finalement. Vous essayez de plus. Vous les accueillez si elles sont là. Vous essayez pas de les éviter à tout prix parce qu'elles sont là de toute façon, mais essayez de ne pas leur accorder plus d'importance qu'elles en ont finalement. Finalement, la dernière image que j'aimerais vous montrer, c'est comment recréer une période et un lieu consacré au sommeil. Puis là, on revient encore une fois à une espèce d'histoire de routine, d'équilibre et tout ça, parce que c'est facile à perdre dans un contexte comme lequel on vit actuellement. Donc, idéalement, là, c'est 6 stratégies qu'on devrait, si vous avez des difficultés de sommeil, que vous devriez essayer de mettre en place. Puis l'idée, c'est pas d'en choisir une, celle qui fait le plus votre affaire, puis de l'essayer. C'est vraiment de mettre les 6 stratégies en pratique. Je vous dis pas que c'est facile, là, mais c'est efficace par contre. Donc, si jamais vous souffrez de troubles de sommeil, voici 6 stratégies à mettre en place qui peuvent vous aider. Donc, vous avez de réserver au moins 1 heure avant d'aller vous coucher à une activité de détente, à juste la relaxation, faire quelque chose de tranquille, quelque chose de significatif pour vous. Là, par exemple, ça peut être de regarder une série télé que vous aimez, lire un bon livre. Pas quelque chose de trop activant, par contre, là, quelque chose d'assez calme qui va vous détendre pour créer une espèce de petit rituel autour de l'heure du coucher, finalement. Après ça, une règle très, très, très importante, c'est d'aller vous coucher seulement quand vous êtes somnolent. Donc, c'est pas la fatigue, là, la somnolence. Donc, quand vous avez les yeux qui ferment tout seuls, quand vous sentez que là, ça vous bâillez, tout ça. Donc, attendez d'être somnolent avant d'aller vous coucher. Si jamais vous vous couchez, là, vous êtes comme 15-20 minutes, vous n'êtes pas capable de vous rendormir. Là, timez-vous pas, là, c'est 15-20 minutes à peu près. Là. Ben, relevez-vous, allez faire une activité tranquille, puis attendez la somnolence. Donc, c'est vraiment une règle d'or, finalement. Je vous dirais aussi la routine, les heures. Émilie en a parlé, les heures de lever
régulières, les heures de coucher régulières aussi. D'avoir un horaire de sommeil le plus régulier possible. Puis, de ne pas faire d'autres activités dans votre chambre. Pas de travail dans votre chambre, pas d'ordinateur, pas de cellulaire, pas de tablette, pas d'écran la nuit quand vous vous levez non plus. C'est vraiment, la chambre doit être réservée au sommeil finalement. Et les siestes, on essaie de ne pas trop en faire. Si vous devez en faire, on privilégie le début de l'après-midi, pas trop tard dans la journée parce que ça va avoir un impact sur votre sommeil le soir venu. Donc, ça va venir fragmenter un petit peu votre sommeil. Donc, on essaie vraiment d'en faire le moins possible. Et les siestes les plus efficaces durent entre 15 et 45 minutes. Donc, ça ne sert à rien de faire des siestes plus longues que ça. Donc, voilà. J'ai fait le tour de mon côté pour les stratégies liées au sommeil. Inquiétez-vous pas, vous allez retrouver tous les documents disponibles sur notre page Facebook. Donc, vous allez pouvoir vous y référer parce que ça fait quand même beaucoup de choses, mais vous allez pouvoir aller les revoir pour vous donner des petits trucs. Je te laisse la parole, Émilie. Parfait, donc merci. Je vais maintenant vous parler plus d'un outil concret qui peut être utilisé pour vous aider à établir plus une routine, un outil qu'on appelle l'horaire occupationnel, un outil qu'on utilise beaucoup en ergothérapie. En fait, c'est très simple, ça consiste en garder une trace, donc noter les activités que vous faites de jour en jour. Donc, c'est vraiment de prendre une feuille, inscrire tous les jours de la semaine, puis sous forme de tableau, plus ou moins détaillé. Il y a des gens qui préfèrent l'avoir plus épuré, donc un tableau avec les jours de la semaine, un bloc d'avant-midi, d'après-midi, puis de soirée, ou ça peut être à chaque journée détaillé vraiment de façon plus précise, d'heure en heure. Donc, d'utiliser un tableau comme ça, on peut l'utiliser pour différentes fonctions. D'un côté, on pourrait l'utiliser pour vraiment garder une trace de ce qu'on fait jour après jour, puis au fil de la semaine, à la fin, faire un bilan. Ça donne une image vraiment concrète, visuelle de ce qu'on a fait. Donc là, ça peut être une façon de voir, est-ce qu'on a accordé de la place à des activités de loisirs? Est-ce que c'est le travail qui a pris toute la place? Est-ce qu'on avait des sources de valorisation, des projets qu'on a réussi à accomplir qui nous ont rendus fiers, tout ça. Donc, ça permet un peu d'avoir un portrait plus pratico-pratique, plus concret, puis qu'on peut réviser par la suite pour améliorer. On peut utiliser ce type de tableau-là aussi pour d'autres fonctions. Par exemple, si, plus dans le contexte de la pandémie puis du confinement, c'est plus difficile pour vous d'être motivé à vous mettre en action, vous sentez que vous n'avez pas beaucoup d'énergie, que c'est vraiment difficile d'amorcer des activités. Ça peut être un outil qui est utilisé pour se planifier des activités à réaliser. Aussi pour, par exemple, se fixer un petit objectif à réaliser en matinée, un petit objectif à réaliser en après-midi, puis une fois qu'il est réalisé, ben, c'est satisfaisant de le barrer aussi. Ça peut être aidant pour quand on a des grosses tâches qu'on veut accomplir. Par exemple, si ça fait plusieurs semaines que vous ne faites pas le ménage, puis que là, ça commence à vous déprimer de voir à quel point c'est rendu sale à la maison, mais que c'est comme tellement gros que c'est difficile de commencer. Ça peut être justement de décortiquer cette tâche-là, donc de faire le ménage au complet. C'est gros, mais si on le décortique en, bon, OK, jeudi matin, je vais passer le balai dans la cuisine. Le jeudi après-midi, je vais laver le lavabo de ma salle de bain, par exemple. Donc, c'est comme si au fil des semaines, on met différents morceaux en place, puis on arrive à réaliser toute notre tâche à la fin, un peu comme si c'était un gros casse-tête, toute la tâche, puis on la divise en tous les morceaux du casse-tête qu'on divise d'une journée à l'autre. Donc, c'est plus facile de se mettre en action. Vous connaissez certainement le proverbe « l'appétit vient en mangeant », mais c'est un peu la même chose avec la motivation. On peut avoir la croyance qu'il faut être motivé avant de passer à l'action, mais en fait, c'est l'inverse. Elle ne va pas venir toute seule comme ça, la motivation. C'est plutôt en se mobilisant, en faisant des activités qu'elle va tranquillement revenir. Pour l'horaire occupationnel aussi, on peut l'utiliser en mode gestion d'énergie, donc d'alterner entre des activités qui sont plus demandantes pour vous au niveau de l'énergie, puis des activités qui ont plus tendance à vous faire plaisir, donc à être comme une récompense au niveau de l'énergie. Donc, de varier le niveau d'intensité puis ce que ça vous demande pour arriver à accomplir plus de choses dans votre journée, même si à la base, vous sentiez que vous n'aviez pas tellement l'énergie pour vous mettre en action. Très important aussi, ça peut être utilisé pour vous planifier des pauses. Mes collègues en ont parlé un petit peu la semaine passée aussi, mais c'est important de se planifier des pauses pour aérer son horaire aussi là, dans ce qu'on réalise. Donc, c'est différentes idées là, pour utiliser l'horaire occupationnel. Peut-être pour finir avec cet horaire-là, ça peut être utilisé aussi à la fin de chaque journée de voir, bon, OK, dans ma journée, s'identifier un bon coup, qu'est-ce qui m'a plu dans ce que j'ai expérimenté,
qu'est-ce que je veux reproduire, puis d'identifier peut-être un élément à améliorer qui était moins satisfaisant pour vous cette journée-là. Donc, comment je pourrais faire différemment une autre journée. Donc, c'est vraiment un outil pour vous aider là, à mettre en place une nouvelle routine qui va être satisfaisante pour vous. Donc, ça conclut un peu pour cet outil-là. Jusqu'à maintenant, on a quand même parlé beaucoup de nos occupations au quotidien, le sommeil, tout ça. Geneviève a commencé un petit peu à parler plus de l'aspect des pensées, mais on voulait vous parler aussi plus en détail de tout l'impact que la pandémie et le confinement peut avoir au niveau de l'anxiété, des symptômes dépressifs, l'aspect de troubles d'adaptation, on en a parlé déjà un petit peu. Donc, je laisse la parole à Geneviève qui va un peu plus détailler ces aspects-là qui sont une réalité dans le contexte actuel. Oui, tout à fait, Émilie. En fait, tu sais, on peut rapidement avoir un sentiment de perte de contrôle dans la situation actuelle, que ce soit parce qu'on a perdu notre travail, parce qu'on doit s'adapter au télétravail, par exemple, ou encore parce que nos heures ont augmenté, parce qu'on fait partie des services essentiels. Ça peut devenir très difficile, puis ça peut générer beaucoup de pensées négatives, beaucoup de pensées anxiogènes. Le petit hamster, là, il peut se mettre à rouler, là. Puis il faut se rappeler qu'actuellement, c'est normal qu'il y ait plein de choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Puis il faut se rappeler sur quoi on a du contrôle actuellement. Donc, c'est souvent par l'instant présent que ça va passer, puis je vais y revenir. Mais d'abord, je voulais vous donner une petite stratégie qui pourrait vous aider à réguler un petit peu les pensées négatives, là, puis à les mettre au défi, les mettre à l'épreuve de la réalité. Donc, vous allez trouver un tableau. D'ailleurs, je voulais me corriger. Là, tout à l'heure, je vous ai dit que mes documents allaient être disponibles sur la page Facebook, mais ils vont être disponibles sur le site Internet de la clinique dans la section blog. Donc, vous allez aussi trouver un tableau d'une grille des pensées. Dans le fond, c'est un journal de pensées. La manière dont ça fonctionne, c'est très simple. Donc, c'est simplement de prendre conscience de vos émotions. Comment je me sens? Voyons, je me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens anxieux, je me sens inquiet, je suis triste. Donc, vraiment de prendre conscience de votre émotion, puis de la nommer aussi, c'est bien important. Puis ensuite de ça, c'est d'identifier la pensée qui est liée à cette émotion-là. Donc, de se dire, bon, qu'est-ce qui me passait par la tête là, à l'instant précis, là, dans l'instant présent? Je me sens pas bien, je me sens anxieux. Peut-être que c'est des pensées du genre, ça va jamais revenir à la normale ou je serai jamais capable de m'en sortir. Tu sais, il y a des pensées négatives qui peuvent nous revenir en tête assez facilement. Donc, d'identifier ces pensées. Puis une fois qu'on a réussi à mettre une phrase sur notre pensée, finalement, de la mettre un petit peu à l'épreuve de la réalité. Puis de se demander, bon, est-ce que j'en suis sûre à 100% de ça? C'est-tu vrai que je ne vais pas m'en sortir? J'en suis-tu certain à 100%? J'oublie-tu certains détails? Est-ce que je suis déjà passée à travers des épreuves avant, puis que finalement, j'ai réussi à m'en sortir avec des bonnes stratégies d'adaptation. Peut-être que j'ai plus de résilience que je le pense aussi. Est-ce que quelqu'un qui me connaît dirait la même chose que moi ou au contraire, il me dirait non, non, tu sais, t'as des bonnes stratégies, t'es résilient et tout ça. Est-ce que je focus juste sur du négatif? Est-ce que j'oublie pas des choses qui sont plus positives? Donc, le but, c'est pas de développer une pensée positive, là. Le but, c'est pas d'oublier qu'il y a des choses négatives qui sont en train de se passer parce que ça serait un petit peu pas réaliste de le faire, hein, parce qu'effectivement, il y a des choses négatives qui se passent. Le but, c'est de regarder le positif, le négatif, puis d'essayer d'avoir une espèce de pensée un petit peu plus nuancée par rapport à ça. Puis la pensée nuancée, elle est souvent beaucoup plus réaliste que la pensée toute négative ou la pensée toute positive. Donc, c'est vraiment de mettre nos pensées à l'épreuve de la réalité. Puis après ça, de reprendre conscience avec nos émotions. Ça a-tu changé? Je me sens un peu mieux? C'est-tu moins intense? Est-ce que ça me rassure? Est-ce que je me sens plus serein, plus apaisé? Donc, de reprendre un petit contact avec nos émotions comme ça. Souvent, par contre, là, les ruminations vont être fortes, les pensées négatives vont être difficiles à travailler de cette manière-là. On peut le voir, puis je fais le lien avec ce qu'Émilie nous parlait par rapport à l'importance de se mettre en action. On peut voir nos ruminations et nos pensées négatives comme un signal de passer à l'action. Donc, de se dire, OK, là, ça fait 2 minutes là, que je tourne en boucle dans ma tête ces pensées-là. Ça me sert-tu à quelque chose? Souvent, ça ne sert à rien. On n'est pas en train de régler des problèmes. On n'est pas en train de trouver des solutions. On est en train de ruminer sur des choses négatives. Donc, de se dire, qu'est-ce que je peux faire dans l'ici et maintenant?
Quelle action significative je peux prendre ou quelle tâche je peux faire qui va me procurer de la satisfaction ou un sentiment de maîtriser un petit peu plus la situation. Puis ça peut être tout simple, hein, ça peut être de se dire, bon, ben j'ai de la vaisselle à faire, je vais aller la faire au lieu d'être en train de ruminer finalement. Puis ça peut être plus significatif, ça peut être de se dire, je vais m'engager dans une activité créative, par exemple. Mais c'est vraiment de ne pas laisser la machine à rumination s'emballer, puis de se dire, dans l'ici et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Quel type d'action je peux entreprendre pour dire stop à mes ruminations, finalement? Ça m'amène à vous parler un petit peu de... Puis Émilie en a parlé aussi, fait que je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais ce qu'on appelle l'activation comportementale, c'est vraiment important de ne pas se laisser embarquer dans le cercle vicieux de la démotivation, comme Émilie en parlait. Puis, je vous dirais un petit truc qui peut être intéressant aussi, c'est comme de se faire une liste d'activités plaisantes, d'activités significatives, d'avoir une espèce de manuel d'urgence finalement, de dire, bon, ben là, je file pas, ok, ça me fait du bien, ben je vais le mettre à l'horaire aujourd'hui, je le sais que ça me fait du bien, je le sais que ça va me procurer du plaisir, des émotions positives. On veut aller chercher des renforcements positifs dans nos journées. Ça peut être aussi de se prévoir, tu sais, un petit, j'aime ça appeler ça un petit défi par jour. Puis ça peut être vraiment simple. Ça peut être d'aller prendre une petite marche. Ça peut être de faire 10 minutes de yoga dans sa soirée. Ça peut être de s'initier à la méditation. Puis ça peut être aussi de rien faire. Puis de te dire, regarde, mon défi, c'est juste de respirer puis de relaxer. Puis c'est correct aussi, dans le fond. Parlant de méditation, parlant de stratégies concrètes là, pour gérer les symptômes anxieux, les symptômes dépressifs, les difficultés d'adaptation, ben il y a des applications qui existent, là, puis je voulais vous en glisser quelques mots pour faire de la méditation guidée, parce que ça aide à quand même gérer les symptômes anxieux, ça aide à apaiser l'esprit beaucoup. Donc, c'est des applications en français. Il y a Petit Bambou, il y a Rose Bouddha qui est québécois, donc on parle beaucoup d'achat local en ce moment, donc Rose Bouddha est québécois. Calme, Headspace. Vous pouvez en trouver aussi sur YouTube assez facilement là, des séances de méditation de pleine conscience. Il y a les exercices de respiration aussi, qui peuvent aider à gérer les inquiétudes, qui peuvent aider aussi à apaiser l'esprit. Donc, j'aime beaucoup l'application Respirelax. C'est comme une petite bille qui se promène, puis on respire en suivant cette bille-là. Vous pouvez aussi tout simplement vous concentrer sur votre respiration sans essayer de la modifier. Donc, juste vous concentrer sur l'air frais qui entre par vos narines, l'air plus chaud qui ressort, tout simplement pour être dans un état de pleine conscience dans l'ici et maintenant, dans le moment présent, finalement. Puis, je voulais quand même revenir sur la normalité des émotions négatives aussi, là. La normalité là, d'avoir de la difficulté à s'adapter en ce moment. Il y a des exercices d'autocompassion qui existent aussi, des méditations d'autocompassion qui peuvent aller stimuler ça un petit peu, puis juste pour se permettre d'être un petit peu plus indulgent envers soi-même, parce que c'est normal d'avoir des émotions négatives. Émilie en a glissé un mot tantôt aussi. Je vous dirais, faites-leur une place à ces émotions-là. Essayez pas de les contrôler à tout prix. Faites-leur une place, observez-les, puis accueillez-les, tout simplement. Puis parfois, en acceptant qu'on a des émotions négatives, en acceptant de vivre ces émotions, c'est là qu'on se rend compte qu'elles finissent par diminuer. À un moment donné, ça finit par descendre, puis ça finit par pas nécessairement aller mieux, mais ça nous indique quelque chose qu'il faut qu'on change dans notre environnement, une émotion négative. Donc, mais c'est normal à l'heure actuelle avec les défis qu'on a, de des fois se sentir un petit peu tout croche, puis d'avoir l'impression qu'on perd le contrôle. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On se ressent sur ce sur quoi on a le contrôle, c'est-à-dire l'instant présent. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'ici et maintenant pour se permettre d'aller un petit peu mieux, puis de se procurer des petits plaisirs aussi. Je vous dirais aussi, la crise actuelle, c'est peut-être une occasion d'adopter une attitude un petit peu moins sévère envers soi-même, puis de se demander qu'est-ce que la personne qui vous aime le plus au monde vous dirait là? Qu'est-ce qu'elle vous dirait, cette personne-là? Puis c'est peut-être le temps de devenir son propre meilleur ami aussi, parce que des fois, on n'est pas très gentil avec nous-mêmes. Donc, de se donner une petite tape sur l'épaule puis de se dire, regarde, c'est tough, mais lâche pas, ça va bien aller, c'est pas ça que je voulais dire nécessairement, mais on dirait que ça vient naturellement, mais tu sais, juste d'être un peu
être un peu indulgent et d'avoir de l'autocompassion pour soi, ça peut faire toute la différence. Donc, je te laisse la parole, Émilie, avec comment se fixer des objectifs. Oui, donc on a parlé de plusieurs aspects durant la soirée. Je voulais vous parler un peu des critères pour vous aider à vous fixer un objectif qui fait du sens pour vous puis qui a plus de chances de se réaliser aussi. Donc, des critères pour se fixer un bon objectif. Ça peut être en lien avec l'équilibre occupationnel dont j'ai parlé tantôt, plus utiliser un tableau pour les routines, tous les conseils que Geneviève vous a donnés pour un bon sommeil, la gestion des pensées, l'aspect plus de la relaxation, méditation. Je vais vous donner un truc, en fait, c'est ça, il y a un acronyme pour se souvenir des critères pour un bon objectif, c'est CRAP, C-R-A-P-P, et non pas SCRAP, donc CRAP. Je vais vous en parler, puis la feuille va être disponible aussi sur le site de la clinique, là, dans la section blog, là, si vous voulez y revenir, là, si vous avez oublié un peu les détails. Donc, CRAPP. Le C, c'est pour concret. Donc, un objectif qui est concret, qui est observable, qui est mesurable. L'exemple que je pourrais vous donner, c'est si on se dit, ben, cet après-midi, je veux me relaxer. C'est un peu plus flou que si on se dit, bon, par exemple, après le dîner à 1h30, je vais prendre un 10 minutes pour expérimenter un exercice dont Geneviève a parlé pour voir si ça m'aide à être plus relax. Donc, c'est plus pratico-pratique. On sait quoi faire pour le mettre en application. Donc, il y a plus de chances qu'on réussisse à y parvenir. Après ça, le R, c'est pour réaliste. Réaliste dans le sens où l'exemple que je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus simple. En fait, si vous êtes particulièrement inactif sur le plan physique, puis que votre objectif, c'est de recommencer à être plus actif, c'est une meilleure idée de commencer par un objectif de se fixer, d'aller prendre une marche avant de se fixer comme objectif d'aller faire de la course. Donc, c'est moins éloigné de la situation dans laquelle on se trouve. Donc, on a plus de chances de vivre une réussite, puis d'avoir un renforcement positif aussi, puis d'avoir envie de continuer pour que l'étape numéro 2, plus tard, on vienne à ce que ça soit la course. Sinon, le A, c'est pour attrayant. Attrayant dans le sens qu'il faut que ça soit quelque chose qui fasse du sens pour vous, qui soit significatif. Je vais donner un contre-exemple pour vous illustrer un peu. Par exemple, si on prend encore la situation de quelqu'un qui veut se remettre en forme, s'il se fixe comme objectif de commencer à faire de la musculation à la maison, mais de faire de la musculation pour lui, mettons, il haït ça, ben, c'est pas le bon moyen à utiliser pour atteindre son objectif. Il y a d'autres façons de se remettre en forme qui vont peut-être être plus significatives pour la personne. Puis, par exemple, si la personne aime beaucoup la danse, ça peut être des vidéos un peu plus ludiques avec de la musique pour se remettre en action. Donc, de trouver quelque chose qui fait du sens pour vous. Après ça, le premier P, c'est pour petit. Donc, c'est mieux de se fixer un objectif qui est un petit peu plus petit, quitte à faire un peu des bonus, donc de dépasser ce qu'on s'était fixé, que de fixer quelque chose de trop gros puis d'avoir le sentiment d'échouer. Par exemple, si dans votre vie, c'est un enjeu d'ajouter des activités de loisirs dans votre quotidien, que c'est l'aspect plus de la productivité, travail, études qui prend beaucoup de place. Si c'est vraiment nouveau pour vous, puis que vous fixez un objectif, par exemple, de faire 1 heure de lecture, puis que finalement, au bout de 20 minutes, vous n'en pouvez plus, mais votre sentiment, ça va être plutôt un sentiment d'échec. Tandis que si vous vous êtes fixé de faire un 15 minutes de lecture, puis que finalement, vous en faites 20, ben ça ne va pas être le même ressenti. Ça va dire, ben vous étiez mis un 15 minutes, vous avez même réussi à en faire un peu plus. Ça va plus vous donner le goût de persévérer puis de continuer à le faire après. Puis finalement, le dernier P, c'est pour positif. Positif, c'est plus dans le sens que c'est plus facile d'identifier un objectif en termes d'une nouvelle habitude à adopter plutôt qu'une habitude à ne pas faire. Si on prend peut-être un exemple avec plus les pensées automatiques là, dont Geneviève parlait, si dans l'après-midi, on se fixe comme objectif d'utiliser un tableau de pensées révisées pour un peu remettre en question les pensées, nos croyances, c'est plus concret, on sait quoi faire pour adresser nos pensées puis les réviser, versus si on se dit, ben cet après-midi, je veux arrêter de ruminer. Donc, arrêter de ruminer, c'est comme difficile à mettre en application, un peu comme le fameux exemple de pensez pas à un éléphant, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va penser à un éléphant. Donc, si on se dit plutôt, ben, OK, je vais penser à une girafe pour pas penser à l'éléphant, mais on a comme déjà un moyen plus concret là, pour éviter le comportement qu'on veut pas faire. Donc, ça, c'est le petit résumé là, pour vous aider à mettre en place le plus possible ça, des objectifs que vous avez dans votre vie
personnels ou des objectifs en lien avec des thèmes qu'on a abordés au courant de la soirée, des choses que vous voulez intégrer tranquillement dans votre quotidien. Donc, voilà, ça résumait pour les objectifs. Je redonne la parole à Geneviève. Très intéressant. Ben, je pense qu'on pourrait faire un petit retour sur la séance, hein, sur tout ce qu'on a regardé aujourd'hui, que ce soit au niveau de comment avoir un bon équilibre occupationnel dans un contexte où on a l'impression souvent de perdre l'équilibre, justement. Aussi de comment bien gérer son sommeil dans ce contexte-là, de comment bien gérer les stratégies pour gérer l'anxiété, aussi les stratégies pour se fixer des objectifs, les outils aussi qu'on vous a présentés. Tout ça, vous allez pouvoir les retrouver sur le site Internet de la clinique dans la section blog. Donc, inquiétez-vous pas, là, ça fait beaucoup de choses, mais vous allez pouvoir vous y référer plus tard. Est-ce que je voulais aussi vous rappeler là, pour les services de vidéoconsultation, donc n'hésitez pas à faire appel à nos professionnels si vous avez besoin, que ce soit en physiothérapie, ergothérapie. Vous pouvez appeler à la clinique pour avoir des séances de vidéoconsultation. La clinique n'est pas fermée, on est en mode vidéoconsultation et en mode adaptation aussi. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. Je pense qu'on pourrait peut-être y aller avec la période de questions, à moins que tu aies quelque chose à ajouter de ton côté, Émilie. Non, c'est bon. Je ne sais pas si on avait eu des questions. Je pense pas, hein? Moi, j'avais eu une question. Euh, je l'ai ici. Donc, certains, c'est par rapport au sommeil. Certains dorment avec de la musique. Est-ce que le cerveau se repose moins? Est-ce que c'est vrai que le cerveau se repose moins si la musique joue toute la nuit? C'est une bonne question. Puis effectivement, il y a beaucoup d'études qui démontrent que d'avoir un bruit constant, de la musique, tout ça, des fois, ça va être aussi des bruits blancs, tout ça. Il y a des études qui démontrent que le cerveau va moins aller, ça dérègle un petit peu les cycles. Il y a peut-être un peu moins de sommeil profond. Donc oui, effectivement, c'est possible que le cerveau se repose moins. Par contre, ça reste que si ça vous aide à dormir, puis que vous vous sentez reposé le lendemain matin, il n'y a pas de raison de changer ça, là. Donc c'est vraiment, on est encore une fois dans vos besoins individuels aussi. Mais si vous avez des difficultés de sommeil, vous n'êtes pas reposé le matin, puis que là, vous mettez de la musique, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc, mais si ça ne vous dérange pas, pourquoi pas? Donc, il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là. J'avais aussi peut-être, si on a le temps, oui, une autre question sur la méditation. On en a parlé un petit peu. Quelqu'un qui me dit, ben, je ne suis pas capable de méditer. Je ne peux pas me concentrer. Mon esprit là, se promène tout le temps, puis je ne suis pas capable de me concentrer sur une affaire. Ben, c'est normal. C'est comme ça que ça se passe, la méditation. Donc, tu sais, c'est pas un signe d'arrêter, c'est pas un signe que la méditation, c'est pas fait pour vous. Si vous avez envie de continuer d'essayer, allez-y. La stratégie à avoir dans ce temps-là, c'est de ne pas se juger sévèrement, de ne pas se dire ah, je suis non, ben pas bon, je ne suis pas capable de méditer. C'est d'y aller avec une attitude de non-jugement, de ramener tout doucement son attention vers l'objet de la méditation, la respiration, la voix pendant la méditation guidée. Mais inquiétez-vous pas, c'est tout à fait normal, c'est très difficile de méditer. Donc, c'est pas quelque chose c'est pas une contre-indication à méditer finalement. On a eu une autre question aussi. Juste un petit instant là, que je. Est-ce que toutes ces recommandations sont adaptées pour les enfants? Ben, ça dépend de quoi on parle. Pour le sommeil, c'est sûr qu'il y a des petites choses qui peuvent être un petit peu différentes pour les enfants. Je ne vais pas nécessairement m'avancer parce que je ne suis pas une spécialiste des enfants de mon côté. Je ne sais pas, toi, de ton côté, Émilie, si tu as des choses à ajouter par rapport aux enfants là, avec tes stratégies puis ce que tu as apporté. Ben, c'est sûr que par rapport à tout ce qui est d'avoir une routine, des points de repère, c'est quelque chose qui est vraiment aidant parce que c'est ça, peu importe l'âge des enfants, il y en a que c'était la garderie qui servait de structure de routine comme ça ou l'école, donc d'appliquer un peu le même principe, d'avoir des points de repère. Puis, si les enfants sont très jeunes, ça peut être sous forme d'images, de pictogrammes pour vraiment les rassurer. Il y a tellement d'incertitudes déjà dans la situation, puis eux aussi peuvent être anxieux, donc de trouver des façons aussi pour qu'il y ait des loisirs, des activités où ils peuvent vivre des accomplissements, mais d'imager, ça peut les aider à se sentir plus avec un cadre puis une routine, puis c'est rassurant
pour eux aussi. Donc, cette stratégie-là, elle serait bien adaptée pour les enfants. Tout à fait. Puis, tu sais, les conseils pour le sommeil, c'est sûr qu'il y en avait beaucoup qui étaient plus pour les adultes. Là, on s'entend que la nicotine et la caféine, ça s'adresse plus aux adultes, normalement. Mais, tu sais, sinon, l'horaire de sommeil régulier, d'attendre la somnolence aussi. Des fois, il y a des parents qui ont tendance à coucher leurs enfants très tôt puis qui disent, mais non, il dort pas. Peut-être que de le coucher légèrement plus tard, à son rythme à lui, ça peut aider aussi. Puis pour ce qui est de, tu sais, les stratégies de relaxation, de respiration, de méditation, clairement, ça peut être adapté aux enfants aussi, là. C'est quelque chose de très aidant. Ça peut même devenir une activité familiale, de les initier à ce type d'activité-là en famille. Puis ça donne un bon modèle aussi pour les enfants de voir les parents le faire puis de les inclure. Souvent, ils vont aimer ça, faire comme nous. Donc, imiter à ce niveau-là. Tout à fait. On a une autre question. Par rapport à la musique la nuit, est-ce qu'un bruit de ventilateur peut déranger aussi le sommeil? C'est le même principe, donc, mais je vous donne la même réponse que tout à l'heure. Si ça ne vous dérange pas, ben vous pouvez continuer à l'utiliser. Si le lendemain matin, vous vous réveillez, vous êtes reposé, puis que vous ne faites pas d'insomnie, il n'y a pas de problème à l'utiliser. Par contre, si vous faites de l'insomnie, puis que c'est difficile pour vous de vous endormir, peut-être que le ventilateur n'est pas nécessairement une bonne idée. Par contre, je le sais que il y a certaines personnes que ça va aider d'avoir un bruit blanc qu'on appelle, donc, tu sais, ventilateur, bruit de chauffage, tu sais, une espèce de bruit de fond constant, que ça peut les aider à s'endormir. Par contre, il faut garder en tête qu'il y a des études qui démontrent aussi que ça fragmente le sommeil puis que ça fait en sorte qu'on a un sommeil moins réparateur. Mais si ça marche pour vous, c'est correct. Donc, tu sais, vous pouvez tout à fait l'utiliser, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Moi, de mon côté, je pense qu'on avait fait le tour. Ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été là ce soir. N'hésitez pas, si jamais vous avez, tu sais, besoin de revisionner la diffusion et tout ça, ça va être disponible. Comme on disait, les documents aussi sont disponibles. Je m'excuse, je pars un petit peu là-bas. Je vais peut-être te laisser la parole, Émilie. Je commence à avoir la... Merci beaucoup en espérant que ça vous a été utile. C'est sûr que ce soir, c'était des conseils plutôt de base, plus généraux. Donc, si jamais vous avez des situations plus particulières à adresser pour lesquelles vous vivez de l'inconfort ou de la détresse, donc de ne pas hésiter à consulter. Ça peut être à la clinique là, pour avoir des conseils un peu plus spécialisés là, avec votre réalité à vous. Mais sinon, c'est ça. Peut-être le mot de la fin, on pourrait dire c'est normal, c'est une situation qui n'est pas évidente, qui amène beaucoup de chamboulements. Donc, de rester bienveillant envers vous-même, indulgent, puis le plus possible appliquer les conseils dont on a parlé, mais dans la mesure du possible, c'est normal de ne pas avoir tout parfait dans la semaine. Donc, le mot de la fin, ce serait la bienveillance envers vous-même, puis Oui. une étape à la fois. C'est un beau mot de la fin, la bienveillance, la compassion, de ne pas être sévère envers soi-même, parce qu'on a beau vous avoir donné plein de beaux conseils, mais si vous vous faites de l'anxiété de performance pour respecter tous ces conseils-là, c'est pas ça qu'on veut non plus. Oui, tout à fait. Ben, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à vous présenter pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir été là et au plaisir de se revoir en personne. Au plaisir, oui. Bye. Au revoir.